Julia avec cette question évidemment qui vous intéresse tous. Quel modèle de compétences adopter pour réussir demain avec l'intelligence artificielle? Une conférence qui est animée ce soir par Korn Ferry avec Johan Van Ossel, senior client director de Korn Ferry, et Olga Sillon, senior principale chez Korn Ferry. Je vous laisse la place à tous les deux et puis n'oubliez pas, il y aura une session de questions-réponses de 5 minutes. Vous pourrez poser toutes vos questions tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Donc ça y est, le match est ouvert. Merci d'être là, enfin pas ce soir, mais quasiment, c'est la clôture. Vous devez être fatigué. Je pense que vous devez être aussi peut-être un peu saturé sur l'IA. Je me trompe ? Non ? Ok, beaucoup d'attentes. Alors, avant de commencer, j'ai juste... on va pas se présenter, ça a déjà été fait. On gagne à être connu. Mais j'ai une question à vous poser. Combien parmi vous connaissent Yannick Noah ? Waouh, ok, c'est que vous aviez vraiment envie de nous connaître. C'est vraiment adorable de votre part. Voilà. Et donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. En fait, ça y est, là, ça devient plus du tout drôle. On va vous parler de data, parce que chez Korn Ferry, on aime énormément la donnée. On a 10 milliards de data points. Et donc, c'est vrai qu'on peut parler d'IA, mais ce qui va être intéressant, c'est que derrière, il y a de la science, il y a des données, et c'est un peu ça notre force, et beaucoup de psychométriques depuis les années 70 et bien avant. Donc, ça quand même permet d'avoir une certaine, on va dire, historique de données qui va nous dire, OK, pour réussir demain avec l'intelligence artificielle, par rapport aux compétences d'il y a 30, 40 ans, c'est quoi les compétences qui ressortent aujourd'hui dans les rôles, dans les jobs. Et ce qu'on a vu, c'est on fait des enquêtes assez régulièrement, chaque année, des très grosses enquêtes auprès des grands dirigeants, beaucoup de dirigeants dans le monde entier. Ils ont tous conscience, évidemment, que l'IA est là. Donc ça, c'est un no-brainer, comme ils disent aux États-Unis. En revanche, ils sont seulement 56% à nous dire oui, mais l'entreprise, nos talents ne sont pas prêts. Et donc, je vais revenir au champion des années 80 qui est en concurrence avec nous sur l'autre scène. Même si à son époque, la data n'était pas très utilisée, l'IA n'était pas là, il avait des compétences. Il n'aurait pas gagné sans ça. On dit qu'il est doué, c'est des compétences. Après, il a aussi, quand il a dirigé l'équipe Davis, en tant que capitaine d'équipe, réussi à faire gagner son équipe. Et la dernière chose, c'est qu'il y avait des règles du jeu, il y avait une certaine organisation du match, et il connaissait les règles et il arrivait à lire les jeux des autres. Donc en fait, vous allez être déçus, parce que notre titre, c'est un gros mensonge. Vous êtes venus pour savoir quel était le modèle gagnant de compétences, c'est ça. Mais vous n'allez pas juste gagner avec un modèle de compétences. C'est-à-dire que vous aurez beau avoir les meilleurs, les Mbappé, les Yannick Noah, tout ce que vous voulez. Si derrière, vous n'avez pas un bon coach d'équipe, il ne gagne pas tout seul, le champion. Et après aussi, s'il n'est pas dans une certaine organisation, s'il n'a pas choisi sa discipline, je pense que Yannick Noah n'aurait pas fait du tennis mais de la piscine, je ne suis pas certaine qu'il aurait gagné. Voilà. En tout cas, il n'aurait pas été dans le bon couloir de nage. Mais nous, chez Korn Ferry, du coup, on intervient évidemment sur le modèle de compétences, on intervient sur le modèle de leadership et on intervient aussi sur le modèle organisationnel. Et vous allez voir, je vais laisser Johan plonger vraiment dans les ingrédients et vous dire qu'est-ce qui fait qu'on réussit. À toi, Johan. Alors, merci Olga. Donc, qu'est-ce qu'une compétence pour Korn Ferry ? Une compétence, c'est finalement ce que nous savons faire en premier lieu. On parle de compétences comportementales, on parle de compétences techniques, bien entendu. Mais d'après nos études, les compétences constituent 60% de la réussite dans un rôle. Alors, bien entendu, l'expérience est un élément clé. L'expérience avec les nouvelles technologies, en termes d'innovation, en termes d'expérience concernant la stratégie IA, sont clés. Maintenant, un profil type ne s'arrête évidemment pas à la partie comportementale, la partie visible de l'iceberg ou la partie tangible. On se concentre bien entendu aussi sur ce qu'on appelle la personnalité. Alors comme vous le savez tous, la personnalité, ce n'est pas juste ce qu'on reçoit de papa ou de maman ou de nos parents, mais nous sommes 300 traits de personnalité différentes.
Alors, bien entendu qu'une personnalité, c'est ce que nous avons naturellement en nous. Il est plus facile d'exceller et de réussir dans un monde changeant avec des traits de personnalité comme la curiosité, la prise de risque ou l'adaptabilité, plutôt qu'une personnalité où finalement j'ai besoin de structure, de règles spécifiques pour avancer. C'est finalement ce qui nous donne de l'énergie qui va constituer la réussite et la performance dans le monde actuel, un monde en pleine transformation technologique. Alors, Korn Ferry, comme l'a abordé Olga, rassemble des millions de données chaque année, non seulement au niveau de nos assessments, mais pas que. On collecte des données, bien entendu, sur les structures organisationnelles, avec nos systèmes de classification, collecte des données à travers nos enquêtes de rémunération, bien entendu, mais surtout à travers nos programmes de formation. Toutes ces données sont compilées pour déterminer ce que finalement on appelle un profil idéal ou une organisation idéale. Alors, aujourd'hui, nous sommes capables de réellement identifier quelles sont les responsabilités clés dans un rôle, quels sont les comportements spécifiques qui vont mener vers la réussite, quels sont les traits motivationnels, les compétences techniques, mais surtout les traits de personnalité. Le tout constitue la fondation des programmes de formation, des programmes de design organisationnel qu'on met en place. Alors, on a compilé finalement toutes ces données, on a déterminé ce que constitue un profil type, ce que constitue une architecture type, ce qui nous permet aujourd'hui de faire évoluer l'employé non seulement lors de son recrutement et le faire monter en compétences au sein de l'organisation via l'onboarding, via l'analyse du développement, de la performance. Et pour ce faire, on a développé une plateforme totalement intégrée, un écosystème qui va nous permettre de prédire, au moyen de toutes ces données, quel est le trajet de carrière idéal, quels sont les profils qui vont être efficaces dans telle ou telle équipe, dans tel modèle opérationnel ou autre. Alors, au-delà de cet aspect design organisationnel et finalement de l'écosystème digital qu'on propose, nous sommes aussi en mesure d'identifier quelle entreprise ou quel modèle organisationnel va être efficace dans le monde de l'IA. Et pour ce faire, on a déterminé un EI Impact Score. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on a essayé de comprendre quel est le degré d'automatisation des rôles au sein des organisations actuellement. Et on a pu constater que certains rôles vont être totalement encore pilotés par l'humain, et d'autres rôles vont peu à peu, évidemment, pouvoir être automatisés. Mais automatisés pas complètement. L'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou autre, dans bien des cas, ne va pas complètement transformer vos organisations. Et quand on regarde les métiers RH, par exemple un chargé de recrutement, on peut constater que 45% potentiellement pourraient être automatisés. Cela signifie que, bien entendu, vous allez pouvoir créer des synergies, mais ça signifie surtout que vous allez devoir vous concentrer sur les éléments à développer pour faire en sorte que ce chargé de recrutement puisse peut-être reprendre certains rôles au sein des équipes RH, mais surtout aborder l'humain, aborder des compétences ou développer certaines compétences qui aujourd'hui ne lui sont pas finalement accessibles. Alors, le collaborateur agile est probablement le collaborateur qui va pouvoir évoluer le plus rapidement dans ce type de contexte. Korn Ferry travaille depuis nombreuses années sur ce qu'on appelle l'agilité d'apprentissage. Vous connaissez probablement les modèles de Lombardo et Henkinger, modèles qui datent des années 90. Ils ont théorisé ce qu'est l'agilité d'apprentissage. Alors l'agilité d'apprentissage, c'est quoi? C'est simplement faire face à une situation nouvelle, pouvoir s'adapter à cette situation nouvelle, et puis surtout apprendre de cette situation et appliquer ces nouvelles compétences dans de nouvelles situations données, c'est-à-dire évoluer dans un environnement extrêmement changeant et incertain. Eh bien, aujourd'hui, avec
l'apparition des agents semi-autonomes, c'est exactement ce que vos équipes et ce que vos collaborateurs vont devoir faire. C'est-à-dire pouvoir gérer l'inconnu, apprendre de ces situations et ensuite mettre en exergue leurs nouvelles compétences. Alors, quand on parle d'agilité d'apprentissage, on parle bien entendu de l'agilité relationnelle. Mais l'agilité relationnelle, ce n'est pas uniquement s'adapter aux personnes que l'on a en face de nous, mais c'est aussi pouvoir faire face à cette multitude d'agents IA qui parfois peuvent sembler autoritaires. On a tous fait l'expérience de vouloir contredire notre copilote, de vouloir contredire ChatGPT. C'est une compétence, ou en tout cas un trait de personnalité qui va être critique dans vos organisations demain. On parle aussi d'agilité au changement, c'est-à-dire de pouvoir évoluer en permanence avec de nouveaux agents, de nouveaux flux de travail et mettre en place des garde-fous. Et puis, dernier élément, l'agilité mentale. Ce n'est pas un secret, quelqu'un qui arrive facilement à s'adapter à un nouveau contexte et à de nouvelles situations, va être capable de détecter quand quelque chose paraît juste ou paraît faux. Et on le sait, l'intelligence artificielle a tendance à dérailler de temps en temps et à ne pas répondre réellement à la question, ou en tout cas à vous fournir des informations totalement incohérentes et incorrectes. Alors j'aimerais aborder un autre layer, et je pense qu'Olga va nous en parler. Tu le fais aussi très bien. Qu'est-ce que ça implique, du coup, quand vous avez des collaborateurs agiles avec leurs agents IA? En fait, le manager de demain, il va avoir des équipes hybrides. Il va avoir à la fois ses talents et à la fois les agents de ses talents. Donc, en fait, le manager de demain, il va gérer une équipe assez hybride, et pour ça, il a 6 responsabilités clés. Parce que, comme disait tout à l'heure Johan, c'est le collaborateur, il va falloir qu'il ait envie de se lever le matin, qu'il soit engagé. Il va falloir l'inspirer, donc il va falloir soutenir la vision. Et il va falloir aussi apprendre à désapprendre, ce qui veut dire que pour le manager, il risque aussi d'être challengé, et par son collaborateur et par les agents de ses collaborateurs. Donc là, Johan, je sais que toi aussi, tu as des choses à dire sur la peur notamment. Je vais te laisser cette partie émotionnelle. Oui, alors c'est assez intéressant parce que je lisais encore un ouvrage qui parlait de l'évolution, en tout cas de l'histoire de Sam Altman, que vous connaissez tous, le fondateur d'OpenAI et de ChatGPT, bien entendu. Et lui-même disait en 2023 que nous allions devoir tous gérer les risques liés à l'IA, et aujourd'hui, on y est. On doit pouvoir gérer les risques liés à l'utilisation de l'IA au sein de nos équipes, mais bien entendu, c'est une évolution technologique. Alors, quand on parle de risques, on parle bien entendu de risques d'éthique, puisque l'IA va potentiellement utiliser énormément d'informations qui ne devraient peut-être pas apparaître dans le bien public, ou en tout cas en accès public. Par ailleurs, les organisations doivent, et c'est le cas aujourd'hui, on le remarque dans beaucoup de discussions qu'on a avec des top managers, ils ont tendance à ne pas vouloir utiliser l'IA, ou en tout cas à donner des informations sensibles, parce que évidemment, on va impacter la valeur de l'organisation et impacter des éléments stratégiques. C'est pour ça que bon nombre d'organisations freinent à l'utilisation de l'IA. Ça va donc être une responsabilité extrêmement importante de pouvoir avoir certains garde-fous au sein de vos équipes et dans l'utilisation de l'IA. Et peut-être... Sur le modèle de leadership, ouais. Tout ce que dit Johan, ou tout ce cas, ça veut dire que le leader d'hier n'est pas le leader d'aujourd'hui, vous vous en doutez. Donc avant, certains d'entre vous ont certainement entendu parler de la planification stratégique pluriannuelle. Le leader d'hier, il avait un plan quinquennal, ou on va dire jusqu'à 30 ans, pour ceux qui ont connu l'époque du communisme. Bon, là, je me fais très très vieille. Mais on demandait en gros au leader, il sait tout, il est omniscient, il ne change pas d'un iota sa décision. C'était ça, le leader d'hier. Le leader d'aujourd'hui, on lui dit, écoute, il y a un plan, il faut que ta vision elle soit claire, et c'est schizophrène. C'est totalement paradoxal.
Il faut qu'il donne une vision, qu'il embarque, que tout le monde le suive, et en même temps, si jamais il faut changer, il faut qu'il soit capable de dire « Bon, écoutez, en fait, le plan, c'est plus du tout le plan. En fait, le plan, on va devoir le changer. » Et ça peut être tous les jours, toutes les heures, il va devoir intégrer ces informations-là. Et ce qu'on va lui reprocher, en revanche, c'est d'avoir poursuivi, comme le Titanic, en changeant pas de voie et d'être allé dans le mur. Et ça aussi, je reviens au champion, quand il lit, il est sur le terrain, il est dans l'action, et il a quelques secondes pour lire où va aller la balle. Mais il a été tellement entraîné que voilà, ça devient presque un automatisme. Et sur ça, l'IA peut aussi aider les leaders à avoir ces automatismes, à intégrer les informations et à se dire, OK, c'est quoi les 5, 6, 7 what-if plans que j'ai? C'est quoi les scénarios? Vers quoi je vais? Et donc le leader de demain aussi, il va devoir intégrer l'IA. Il y a un impact. Donc tout ça, ça a un impact aussi au niveau organisationnel. Si vous vous souvenez, au début, on a dit pour réussir, il y a les compétences, le leadership qui change. Et en fait, l'IA, elle a aussi un énorme impact sur les organisations. Alors, je pense que tout le monde a en tête les organisations. On vous a toujours un peu parlé de pyramide. Vous êtes d'accord? C'était vraiment le paradigme de l'organisation classique dans sa structure. On voit de plus en plus, notamment dans la tech, qu'aujourd'hui, les pyramides ont disparaissent, et elles deviennent des diamants. On a des humains de plus en plus seniorisés qui prennent le niveau décisionnel, et je dirais que parmi la population que j'ai aujourd'hui dans l'audience, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont des RH, formation. Vous avez une responsabilité d'upskilling très forte et une pression énorme, parce qu'il va falloir les postes juniors, les faire monter en compétences, les amener à un niveau de décision, à un niveau d'agilité, comme on disait tout à l'heure. Donc il va falloir trouver ces compétences chez eux. Est-ce que dans ce qu'ils sont et dans la façon dont ils se comportent, ils ont ces compétences-là? Ça va être assez crucial, ou du moins il va falloir les doter de ces compétences. Ce qu'on est, on ne le change pas. En revanche, la façon dont on se comporte, on peut l'apprendre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et pour autant, j'ai quand même gardé cet aspect pyramide, parce que ce qu'il va y avoir là, dans les postes plus juniors, c'est la population des agents. Voilà. Donc, on va dire que statiquement, si on faisait une photo à un instant T de ce que sera la prochaine, voilà, la forme de l'orga, là, c'est à peu près ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la partie à droite, parce qu'une orga, elle n'est jamais statique, elle est assez dynamique, elle a des processus, et on a parlé d'équipe tout à l'heure. En fait, ce qui va se passer, c'est que si on ne maîtrise pas bien le truc, les agents IA, ils vont se connecter entre eux, sans même qu'on puisse contrôler le truc. Ça va se passer. Et en fait, le défi pour l'humain, ça va être aussi de se connecter assez vite. Et ça remet aussi en question. Je crois que l'intervention d'avant, il y avait un professeur qui a parlé de dérigidification. Honnêtement, c'est pas facile à caser. Moi, j'ai plutôt parlé de, à nouveau, c'est tarte à la crème, mais d'organisation agile. En fait, désiloter. On parlait des couloirs de nage, il va falloir sortir de son couloir de nage. Ou tout à l'heure, comme on parlait du chargé de recrutement, avec le temps qu'il a, les tâches qui ont été automatisées, il va pouvoir aussi passer peut-être à la formation. Il va peut-être avoir besoin de connaître son talent de A à Z, et pas juste au moment où il rentre. Il va suivre son talent recruté. Je vous dis ça, peut-être que c'est un petit peu avant-gardiste sur les RH, mais ça se passe déjà sur des professions comme les CPO dans la tech. Avant, un CPO, il avait quoi? Ou encore aujourd'hui? Il a des product managers, il a des ingénieurs et il a des designers. Avec l'automatisation des tâches et l'IA générative ou les agents, de plus en plus, l'ingénieur est capable de faire le design, est capable aussi d'aller manager le produit. Et inversement, le product manager est capable aujourd'hui de faire de l'engineering ou du design. Il y a une espèce maintenant de porosité qui se produit et on lui demande d'être multi-compétences, multi-rôles. Ça va même au-delà des compétences. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en ce moment, c'est le grand débat. On dit c'est super, l'IA automatise, on dégage du temps. Mais ce n'est pas nouveau, tout ça, on l'avait déjà dans le digital, on l'avait déjà dans les années 60, on l'avait déjà au moment du point. On peut remonter à très loin, mais en fait, ce temps dégagé, il ne se traduit pas en gain de productivité. Parce que vous n'allez pas éliminer 45% d'une personne. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que la personne soit multiposte. Voilà. Je crois qu'on arrive au temps des questions, 5 minutes 25, on est plutôt bon. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle.
pas de questions. Si on avait une Si, question au si, fond, il y a des là-bas, questions. Il y a une question juste là. juste devant vous. Voilà. Oui, bonjour, merci beaucoup. Vanessa Olivra, je travaille au projet Voltaire et moi, il y a une compétence que vous avez oubliée selon moi dans les compétences nécessaires pour bien utiliser l'IA, c'est la maîtrise de la langue dans laquelle on prompte, puisqu'on a un taux d'échec de 91% sur un prompt mal formulé. Et il me semble que l'IA, ça nous demande de nous reconcentrer sur des compétences essentielles. On ne peut pas avoir un résultat satisfaisant si on n'utilise pas le bon vocabulaire et les bonnes structures de phrases. Et alors peut-être pour répondre là-dessus, quand on parle de compétences ici principalement comportementales et effectivement la partie prompt ou la maîtrise de certaines skills serait plutôt intégrée dans la partie expérience. Donc en fait ça devrait être une division sous-jacente de ce type d'approche. Ici on est quand même sur un modèle relativement, je dirais, holistique. Et alors, j'ajoute un truc, parce que moi, je suis pas très bonne en prompting, mais j'utilise plein d'IA. D'ailleurs, c'est un autre sujet. Est-ce que, quand le prompt n'est pas bon, il y a une IA qui vous permet de faire de la musique qui est assez extraordinaire, même quand, j'imagine que vous la connaissez. Et si on ne fait pas le bon prompt avec les bons mots, c'est extrêmement technique, ça donne rien. Et si on passe par ChatGPT pour demander comment je dois faire le prompt dans l'autre pour obtenir ça, ChatGPT vous écrit le prompt. C'est quand même assez dingue en fait. Donc c'est là où les compétences ça va très très vite, l'obsolescence va très très vite. C'est pour ça que oui, on n'a pas trop insisté sur les techniques parce que voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main assez haut. Ouais, c'est... Bonjour, merci pour cette conférence passionnante. Finalement, si on suit les quelques slides et votre discours, quels indicateurs, excusez-moi, on parle toujours d'indicateurs, les RH, pour pouvoir approprier, mesurer, calibrer en fait la mise en œuvre de l'IA cross-fonctionnelle, vous avez évoqué à la fin le côté blurring entre les différents silos, pour faire bouger les lignes et que nous on puisse le piloter en tant que DRH, je reviens toujours à notre métier, voilà, comment est-ce qu'on s'équipe, comment est-ce qu'on met en place la boussole? Alors, il y a une partie assessment qui permet en fait de mesurer ça. Si on revient à ce que vous présentez, Johan, quand il a zoomé sur le chargé de recrutement, c'est-à-dire que rôle par rôle, on sait aujourd'hui la part qui peut être déléguée et transférée à un agent IA ou tenue par de l'automatisation, quelle que soit la technologie. Et donc, en fait, demain, quand on va évaluer un collaborateur ou quand on va le recruter à un poste donné, quand on va le faire évoluer, on va le comparer aussi par rapport à ce poste cible. On se dit, tiens, dans ce poste-là, idéalement, il y aurait tant qui serait transférable. Est-ce que toi, le talent, tu as ces compétences pour savoir comment les transférer ou pas? S'il les a pas, il faut qu'il les apprenne. Il faut l'aider. Ou, voilà, faut voir le degré de résistance aussi. Alors, j'ai dit ça, on est d'accord. Voilà. Il va y avoir un apprentissage nécessaire. Ça veut dire aussi que quand on va recruter pour ce poste-là, demain, entre deux candidats, il y a un candidat qui va se présenter et qui va arriver avec ses agents. Ces agents qui sont un peu à minimi. Hein. Je ne sais pas si Austin Powers, ça vous dit quelque chose avec le minimi. Ben, c'est ça. Demain, Olga, moi, je vais arriver avec mes minimi. Et en fait, je vais aller à ce poste-là, mais en plus, je vais décupler. Et puis à côté de moi, ben, il y aura une autre Olga, mais qui n'aura pas ces minimi. Et les minimi, il va falloir aussi les travailler. C'est un gros investissement. C'est comme éduquer les enfants, sauf que l'IA, voilà, c'est pas vos enfants. Donc vous y mettrez pas le même cœur. Alors, je ne sais pas si ça répond totalement à la question. Voilà. Ça te va. Mais pour revenir sur votre question, l'approche que nous prenons aujourd'hui, et c'est l'approche plutôt digitale, c'est-à-dire qu'on va vraiment récolter toutes les informations disponibles. Alors d'abord, bien entendu, on a le modèle opératoire, hein, on sait où on va plus ou moins et on est capable d'identifier quelles sont les compétences ou les éléments qui sont importants pour faire tourner la machine, je dirais. Mais ensuite, c'est utiliser toutes les informations liées aux assessments, liées aux différents trajets de formation qui vont nous permettre de faire vraiment du cross-data analytics et déterminer le pourcentage de réussite ou pas dans tel ou tel département et intégrer évidemment les différents blocs. C'est l'approche en fait Talent Suite que l'on propose.
Merci à tous. Merci à tous les deux.